Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle et repensée, refaite en caméra embarquée. Comme vous avez pu le voir dans la petite vidéo que je vous avais faite en petite short, j'avais fait une vidéo en parlant notamment de Musk qui prend le pouvoir à Twitter et j'avais parlé d'Hunter Biden. Et au moment de télécharger cette vidéo sur YouTube, avant même qu'elle soit finie d'être téléchargée, vérifier, une notification est tombée assez rapidement me disant que ma vidéo était bloquée. Pourquoi elle est bloquée? Alors vous allez comprendre pourquoi, parce que je vais refaire cette vidéo et je vais vous expliquer à quel moment, la raison pour laquelle elle a été bloquée. Donc je parlais dans cette vidéo, et je vais donc parler de la prise de pouvoir d'Elon Musk. Alors, vous avez sans doute vu cette petite image d'Elon Musk arrivant au siège de Twitter avec un lavabo. Symbole. Au moment où, évidemment, il était confirmé que Elon Musk était donc désormais le propriétaire de Twitter, il se trouve qu'il n'a pas croisé, on va dire, les PDG de la société, puisque eux avaient déjà quitté les lieux, avaient déjà vidé leur bureau. Elon Musk, lui, par contre, a fait en sorte de virer quelques cadres, dont une plutôt connue, puisque c'est elle qui était en charge de l'assainissement de Twitter en matière de qu'est-ce qu'on sucre, qu'est-ce qu'on bloque, quels sont les gens qu'on vire, etc. Qui d'ailleurs, elle est partie en pleurant. C'est la fin de la liberté. Non, c'est le contraire. C'est la fin de la doxa, de l'inquisition au sein de Twitter. Alors évidemment, moi personnellement, je vais être très clair. Les réseaux sociaux sont ce qu'ils sont. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, comprenons-nous bien, il y a à la fois du bon comme du mauvais. Et que la liberté d'expression, de par définition, c'est accepter aussi bien le bon que le mauvais. Sauf que depuis quelques années, on a bien vu que certains réseaux sociaux se sont donnés comme vertu de vouloir absolument assainir leur réseau social pour ne laisser que de la bonne pensée s'exprimer. Toutes les pensées réfractaires, dissidentes, critiques, d'extrême droite, souverainistes, populistes, trumpistes, étaient irrémédiablement chassées et supprimées. Donc Elon Musk, dans un de ses arguments, avait dit qu'il redonnerait donc la liberté d'expression au sein de Twitter. Petite précision concernant Elon Musk. C'est pas parce que c'est Elon Musk qui est l'une des personnalités les plus riches du monde que c'est forcément celui par qui le miracle va venir. Au contraire, je rappelle que Musk, c'est un capitaliste ultralibéral, que c'est un mec qui a réussi à te vendre de la voiture électrique et à faire d'un empire du vent, que c'est aussi un altermondialiste, c'est pas un altermondialiste, mais un mondialiste, un globaliste, et voire même c'est un transhumaniste. Donc, mais fort de sa position, il sait que aussi bien dans le camp démocrate que dans le camp républicain, il a certains soutiens. Et je dirais même qu'il a plus d'intérêt à jouer la carte de la tradition, de la préservation de la culture, de la préservation de l'histoire, etc., que de jouer le wokisme dans l'absolu. Et d'ailleurs, il a su exprimer à plusieurs reprises que pour lui, défendre, militer pour les minorités, pour la diversité est une chose. Or, le wokisme, c'est devenu quelque chose de complètement fanatique. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle il avait tweeté concernant Netflix. Pourquoi Netflix perdait des abonnés? Tout simplement parce que
parce que les programmes de Netflix, ouais, c'est vrai qu'il y a certains programmes qui ont une fâcheuse tendance à vraiment promouvoir un peu trop parfois au mépris de la narration, au mépris de l'originalité du scénario de l'histoire, de mettre évidemment de la diversité partout, du LGBT partout, du wokisme partout, etc., etc. Donc forcément, quand vous avez des séries qui ne sont faites qu'avec des Afro-Américains et qu'on espère faire de toucher un large public, alors que rien qu'aux États-Unis, comme je l'avais expliqué, il y a 73-76 millions, 73-76% de population blanche, les programmes de divertissement, excusez-moi du peu, mais restent coincés dans une règle fondamentale, c'est d'essayer de trouver une sorte de recette dans laquelle le spectateur pourrait éventuellement s'identifier. Or, forcément, si vous mettez que des Afro-Américains, ou vous les mettez trop en avant, ou si vous mettez trop de LGBT, je crois d'ailleurs qu'il y a une série ou un film qui a été diffusé sur un réseau social qui s'appelle Bros, B-R-O-S, et c'est un film ou une série, je crois, que avec des gays, des transgenres ou des trucs comme ça. Sauf qu'ils espéraient que cette série fasse plus d'audience que ce qu'elle n'a fait. Eh bien, figurez-vous qu'il y en a certains qui ont dit « Ben oui, mais c'est la faute des hétéros. » C'est-à-dire que c'est la faute des hétéros si la série n'a pas fonctionné, parce que les hétéros n'ont pas voulu regarder la série. Enfin bref. Ça, c'est ce que Elon Musk, parfois, a dénoncé. Et donc, les PDG sont partis, quelques cadres ont été virés, et évidemment, certains comptes ont commencé à être rétablis. Sauf que, évidemment, et là je vais parler pour ce qui concerne les tweeters français, francophones, qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, on a vu tout simplement les tweeters francophones, bien pensants, commencer à pleurer, commencer à être dans l'offuscation, dans le désarroi, à faire ouin-ouin, à jouer les pleurnicheries, tout simplement parce que, évidemment, il y en a certains d'entre eux qui ont contribué à faire le ménage dans le Twitter francophone de certaines personnes qu'ils estimaient ne pas avoir le droit d'utiliser Twitter ou ne pas avoir le droit de s'exprimer librement dans leur cité. Voilà. Je ne juge pas est-ce qu'il y a le droit, qu'il n'y a pas le droit, qui a dit quoi, etc. Je dis simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, la liberté d'expression, on l'assume dans ses bons côtés comme ses mauvais côtés. Et les mauvais côtés, eh bien on les combat avec de l'antagonisme dans la liberté d'expression. Sauf que les bien-pensants, ceux qui ouin-ouingent, sont en règle générale des gens qui, sur certains sujets, ont de la conviction, mais n'ont pas d'argument. Ils ont la conviction qu'ils ont raison. Pourquoi? Parce qu'ils mettent en avant des aspects droits de l'hommiste, des aspects solidaires, solidarité. Oui, sauf que le problème, c'est que si on commence à jouer trop les cartes de solidarité, d'humanisme, droits de l'hommiste, etc., il y a un moment donné où vous comprenez bien qu'il y a les gens qui vont avoir le bénéfice de cette idéologie, de cette politique. Il y en a certains qui vont en abuser. On va pas revenir sur le sujet des migrants, l'immigration, etc. Le fait est que c'est une réalité. Une réalité que ces gens-là ont toujours refusé de voir, toujours refusé d'admettre. Et quand dans certains débats ils avaient sur Twitter avec des gens qui tentaient d'essayer de leur expliquer mais attendez, on ne peut pas continuer à accueillir des gens comme ça, déjà on n'est pas foutu de gérer le pays correctement, vous avez des Français qui sont à la rue, vous avez des gens qui tombent dans la misère, etc. Vous comprenez qu'il y a des gens qui à un moment donné ont ras-le-bol de voir des millions d'euros mis en place pour aider des migrants, pour les accueillir, pour leur donner à nourrir, pour les loger, etc. Et puis que derrière on laisse crever des Français dans la rue. Il y a un moment donné où, au niveau politique et au niveau doctrine, ça colle pas.
Eh bien ça, non, il n'accepte pas. Il n'accepte pas. Et donc, le problème, pourquoi est-ce qu'il pleure aujourd'hui? Il pleure parce qu'en effet, Twitter va être un petit peu plus libéral maintenant sur le plan d'expression. Mais parce que des comptes qu'ils avaient contribué à éliminer, à bloquer, à suspendre chez Twitter, eh bien les gens sont revenus sur Twitter. Et là maintenant, ces gens-là harcèlent ceux qui les ont dégagés. Logique. Et dans ma vidéo, j'avais pris l'exemple d'un monsieur, alors je n'ai plus son nom en tête là à l'heure actuelle, je vous le mets en encart, juste là. J'avais pris cet exemple de ce monsieur bien pensant, qui ramène sa fraise toujours dans le même code. Moi je suis le camp du bien, je suis very proud et moi je sais tout et toi tu fermes ta gueule. Ou sinon t'es d'extrême droite. Sauf que au moment où peut-être certains de ses détracteurs qu'il avait peut-être dénoncés à Twitter qui sont revenus sur Twitter, il y en a un qui a publié une petite vidéo. Une petite vidéo qui date d'avril, alors je crois que c'est le 21 avril 2021. Ce monsieur était sur le plateau de l'émission de C'est à vous, donc sur la 5, France Télévisions, télévision publique, pour expliquer le système D des vaccins, plus ou moins expliquer que finalement le vaccin c'est bien, que ceux qui disent que c'est pas bien c'est des cons, et la preuve en est, c'est qu'il y a des tas d'études qui ont été faites, qui démontrent que ça marche, etc. Et puis surtout, le plus important, c'est quand on est vacciné, on protège les autres. Pourquoi? Parce que le vaccin empêche la contamination. Oui. Eh oui, parce que là, maintenant, on le sait, plus particulièrement pour Pfizer, on sait que Pfizer n'a jamais testé son vaccin sur la transmission. À savoir, est-ce qu'il fait barrage à la transmissibilité du virus, ou si au contraire, il protège l'individu d'une forme grave en cas de coronavirus prononcé symptomatique. Mais en réalité, les personnes qui sont vaccinées, s'ils ont chopé le virus, qui sont asymptomatiques, qui n'ont aucun symptôme, et qui à la limite, s'ils ne se font pas tester, ne savent pas qu'ils ont le virus, eh bien malheureusement, ils vont contaminer les autres pendant la période d'incubation du virus. Donc ce monsieur, finalement, on ne sait pas où est-ce qu'il a trouvé ses sources pour dire, il y a maintenant plus d'1 an, sur une chaîne de télévision publique, que le vaccin protégeait contre la transmission. Eh bien, je vous le donne en 1000. Dans la vidéo, c'est ce que j'avais réussi à mettre. Et c'est ce que l'algorithme de YouTube a détecté. Et évidemment, m'a bloqué ma vidéo pour un problème de copyright. Sauf que le copyright, comment est-ce qu'il a pu le détecter si ce n'est par la bande audio? Pourquoi? Parce que j'avais fait justement attention de distordre l'image, de telle manière à ce que l'image ne soit pas en plein cadre, de la mettre en trapézoïdale, pour justement empêcher que les algorithmes finissent par détecter par l'image peut-être un ayant. Donc c'est forcément par le son, par la bande audio. Or il faut savoir que vu le nombre de vidéos qui est téléchargées sur YouTube, même si aujourd'hui, en l'espace de 10 ans, YouTube a énormément perfectionné ses algorithmes, les algorithmes ne peuvent pas entièrement tout vérifier. Donc ça veut dire que certainement la vidéo depuis vendredi qui tourne sur le web, certainement que ce monsieur a dû contacter France Télévisions en disant voilà, la vidéo, il y a plus d'1 an, vous vous souvenez, quand je suis passé, machin, j'ai dit ça, etc. Sauf que là, il y a des gens qui sont en train de faire remonter la vidéo, etc. Est-ce que c'est possible que vous puissiez demander à YouTube qu'il fasse un contrôle systématique dès que la vidéo est détectée quelque part? Donc certainement que toute personne qui mettra cette vidéo
risque d'avoir un problème. Alors je pense que la vidéo est toujours disponible sur Twitter. Si j'arrive à retrouver le compte, ou sinon je vous mettrai le petit message ici que finalement la vidéo a bien disparu de Twitter, dans ce cas-là, je ferai certainement peut-être non, je mettrai peut-être pas une vidéo, je ferai une toute petite vidéo que je mettrai sur mon compte Odyssée. Donc je mettrai cette vidéo sur Odyssée, comme ça, vous pourrez constater, je vous mettrai éventuellement le lien, une fois que je l'aurai fait, sur la description de cette vidéo. Donc voilà la raison pour laquelle ma vidéo a été bloquée. Et donc pour revenir à Twitter, oui, aussi bien aux États-Unis qu'ailleurs, c'est en train de pleurer. C'est en train de pleurer parce qu'évidemment, les plus brutaux, les plus ardents, aujourd'hui sont en train de prendre leur revanche. Le fait que Twitter les a réhabilités, aujourd'hui, la première chose qu'ils font, c'est de s'occuper de ceux qui les ont dénoncés. Parce que oui, il y en a pas mal quand même qui ont été bloqués, qui ont été virés de Twitter par dénonciation. Et beaucoup d'ailleurs n'ont pas réclamé auprès de Twitter, parce que de toute façon c'est un processus qui est tellement bizarre et tellement tortueux que de toute façon, surtout si vous n'êtes pas important, si vous n'avez pas une très forte communauté. Quand vous avez une très forte communauté, là par contre, ça peut être gênant, parce que c'est des comptes qui peuvent partir ailleurs. Et d'ailleurs, une des raisons pour laquelle finalement Elon Musk a réussi à racheter Twitter, parce que souvenez-vous, je vous avais dit, on avait parlé de ce projet d'achat, et puis tout d'un coup, la proposition avait été suspendue, Elon Musk commençait à vouloir faire une machine arrière, etc. On se disait mais qu'est-ce qui se passe? Et puis tout d'un coup, ça a disparu. Ça a disparu de l'actualité, ça a disparu, etc. Et en réalité, par des réseaux alternatifs, on a appris que par rapport à l'offre d'achat de Elon Musk, premièrement, vous avez la direction générale qui était en place, qui a tout fait pour squeezer, pour plomber le projet. Sauf que Musk a eu certainement des aides de l'intérieur tout simplement pour à un moment donné demander ce que justement la direction de l'époque avait tellement peur qu'il demande. Et donc le problème des faux comptes, c'est que vu que Twitter est en valeur boursière, si jamais Elon Musk avait été jusqu'à dénoncer le nombre de comptes qui n'étaient pas des vrais comptes, mais des comptes avec derrière des algorithmes, etc., ça veut dire que le nombre d'abonnés de Twitter était donc surestimé et que par conséquent la valeur boursière était faussée. Et c'est pour cette raison qu'Elon Musk, lors de son offre d'achat, a joué énormément sur les actionnaires en disant voilà, actuellement votre action elle coûte $45 à l'époque. Là, je crois que depuis vendredi, l'action coûtait 48 ou 49 $. Et donc Musk a dit moi je vous fais une offre de 54 $. Évidemment les actionnaires, etc. Alors là, l'ADG de Twitter a été extrêmement emmerdé, parce qu'évidemment, ça veut dire que les actionnaires à un moment donné auraient le droit d'exiger un audit interne de Twitter pour vérifier si les allégations de Musk sont vraies ou non. Et que si le mec se permet de faire une offre de 54 $ alors que l'action oscille entre les 45 et 40 $, c'est que le mec, il est quasiment sûr de son droit. Et finalement, il l'a emporté. Il l'a emporté, et maintenant, est-ce que Twitter va être
va être une plateforme désormais où la liberté d'expression va être assurée et garantie. Pas sûr. Tout dépendra de ce que le big boss, comme d'ailleurs tous les big boss de tous les réseaux médias, réseaux sociaux, etc. font. S'ils ont un intérêt à laisser des gens faire des dénonciations, faire des révélations, etc., ben, il le laissera faire. Logique. Donc on verra comment Twitter va tourner, mais le fait est, c'est qu'en France, c'est très drôle, c'est très amusant de voir une forme de panique prendre actuellement un certain nombre de gens qui sont sur Twitter, qui sont de la bien-pensance, qui sont des moralisateurs, les mêmes d'ailleurs qui vous traitent d'extrême droite dès que vous dites des choses qui vont à l'encontre ou qui vont au sens contraire de leurs idéologies, ou même en tant que petits soldats, en tant que chiens de garde idéologiques. Donc là, ça va ajouter. Mais justement, la liberté d'expression, c'est ça aussi. C'est l'ajoute. C'est l'ajoute à celui qui aura l'argument. Or, c'est vrai que depuis quelques années, Twitter, quand on faisait de l'ajoute et qu'on commençait à balancer des arguments tangibles face à quelqu'un qui voulait vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas, et bien ces gens-là vous balançaient à Twitter. Et tout d'un coup, vous étiez viré de Twitter sous un prétexte débile, se disant que vous avez pratiqué du harcèlement, alors que pas du tout. Il y en a qui le font, hein. On va être d'accord. Mais le fait est, c'est que, comme je vous l'ai dit, les réseaux sociaux, surtout quand on aborde des sujets, quand on parle de sujets, où c'est parfois un petit peu sensible, tabou, il y a un certain nombre de doctrines défendues par des gens qui sont capables de vous insulter, qui sont capables de vous menacer. C'est la règle du jeu. Sauf que la règle du jeu, quand on avait un Dorsey à la tête de Twitter qui était un progressiste absolu, forcément, au bout d'un moment, vu qu'il y a quand même eu pas mal de problèmes avec les élections présidentielles américaines en 2016, ils avaient tellement les jetons que se faire allumer par les démocrates, les progressistes, etc., que pour 2020, ils se sont vendus complètement. Ils se sont complètement vendus. Ça risque de changer, vous me direz. Parce que la semaine prochaine, il y a le midterm. Alors le midterm, j'en ai déjà parlé et je vous avoue actuellement que ça n'avance pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. On ne sait véritablement pas qu'est-ce qui va se passer. Même si on a des rapports de gens, je dirais même des gens qui sont vraiment des anti-Trump primaires, qui sont plutôt des gens progressistes, etc., mais qui ont quand même de l'intelligence d'admettre certaines réalités. Et ils sont les premiers à dire que c'est mal barré. C'est tellement mal barré que actuellement vous avez des actions qui sont commises aux États-Unis pour essayer de caresser dans le sens du poil l'électorat. Je vous avais parlé qu'au Canada, dans l'État de l'Alberta, c'est un État qui a décidé de finalement réhabiliter tous les fonctionnaires qui avaient été suspendus parce que non vaccinés. Et il se trouve qu'aux États-Unis, l'État de New York, pas n'importe quel État quand même, l'État de New York a décidé par décret la réintégration de tous les fonctionnaires suspendus avec paiement de leur salaire perdu de façon rétroactive. Là, évidemment, quand on est aux États-Unis actuellement avec une petite phase de promotion, de faire sa petite 4e dose parce qu'il y a une petite vague qui va arriver, l'hiver arrive, protégez-vous, etc. Là, forcément, les amis de Fauci, ils sont pas contents. Ils
Sauf que l'État de New York est un État progressiste et vu que le midterm arrive, eh bien, ils se disent, bon, bah, on va lâcher un peu de lest. On va essayer de faire plaisir à ceux qui ont été suspendus, en pensant que, vu qu'on va les réintégrer, etc., bah, ils voteront pour nous. Sauf que c'est pas gagné. C'est d'autant plus pas gagné qu'en plus de ça, nous avons Obama qui, depuis une semaine, est omniprésent pour la campagne des démocrates pour le midterm. Ce qui, évidemment, inquiète les Américains, même ceux qui ont voté Biden, en se disant, est-ce qu'on n'a pas fait une connerie? Ben oui, parce que Biden, plus ça va, pire c'est. Tellement pire c'est qu'il y a, la semaine dernière, il a annoncé qu'il briguerait un second mandat en 2024. Alors que même les ténors de la DNC, donc le Parti démocrate, avaient dit non, c'est Kamala Harris qu'on mettra en successeur, mais l'âge qu'il a, hors de question qu'il fasse un second mandat. Sauf que malheureusement, Biden, plus ça va, plus il perd la tête. Plus ça va, il est désorienté, plus ça va, il y a des moments où il a des absences, plus ça va, moins on le laisse tout seul devant des parterres de journalistes. Tout est fiché, tout est organisé, tout est structuré, tout est scénarisé de telle manière à ce que l'illusion soit donnée. Sauf que malheureusement, il y a parfois des journalistes qui sortent des clous. Parce que vis-à-vis des Américains, les médias commencent à se dire non, on ne peut pas jouer le jeu. C'est trop dangereux pour nous. Et preuve en est, vous avez la fameuse chaîne CNN. Je vous avais mis un petit short avec la fameuse note. Une note évidemment tournée d'une certaine façon, mais qui veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'il va y avoir une charrette de licenciements important chez CNN. Et l'audience, évidemment, s'érode chez les grandes chaînes d'information américaines. Donc là, tous ces réseaux-là, aujourd'hui, ils sont en face d'une situation où peut-être qu'on est allé trop loin. Peut-être que, de par l'envie de vouloir absolument descendre Donald Trump, le fait que même Obama qui a rappelé, je dirais, aux démocrates, attention, ne focalisez pas trop votre électorat sur l'affaire Mar-a-Lago de Donald Trump, parce que vous passez à l'index, vous passez aux oubliettes d'autres sujets d'actualité qui intéressent les Américains, et plus particulièrement l'inflation, l'augmentation des prix, l'augmentation de l'essence, etc. Je veux dire, c'est important aux États-Unis. Parce que là, ça touche aussi bien les Américains républicains, conservateurs, que les démocrates, même modérés, progressistes, quels qu'ils soient. Donc si vous avez un parti présidentiel qui ne s'attelle que toujours à vouloir se venger de 4 ans de Donald Trump en allant chercher le moindre petite épine, il y a un moment donné où, si vous voulez, il se passe d'autres choses quand même. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, vous avez une journaliste dont j'ai déjà parlé, qui s'appelle Laurence Saïm, peut-être que vous connaissez déjà, qui est très connue puisqu'elle avait travaillé énormément pour Canal+, depuis les années 80, elle était correspondante à Washington, et là, elle est revenue aux États-Unis après 2 ans, et elle rend compte un petit peu de son voyage, parce qu'elle vient ici donc pour couvrir le midterm, et elle rend compte un petit peu de ce qu'elle voit et de ce qu'elle rencontre, et de ce qui l'étonne. C'est-à-dire qu'en gros, elle nous rend compte qu'elle ne croyait pas que la pandémie avait eu autant d'impact sur le plan économique aux États-Unis. Et surtout, elle est effarée de voir que les États-Unis, enfin les Américains, et pas forcément des Américains conservateurs, c'est aussi des progressistes qui se radicalisent. C'est-à-dire des Américains qui commencent à en avoir un petit peu ras le cul de ces conneries. Et évidemment, elle rend compte un petit peu de la situation, donc elle se rend compte qu'en effet, là il y a vraiment des problèmes que les politiciens, surtout les progressistes, surtout les démocrates, au lieu de se faire chier, essayer de nous casser les couilles avec les woke, etc.,
sont complètement passés à côté d'autres problèmes. Et c'est une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, il y a beaucoup d'Américains progressistes qui en veulent à Biden et aux démocrates d'avoir laissé la Cour suprême changer les règles du jeu concernant l'avortement. Parce que là, en effet, on n'en entend plus parler. Et c'est ce qu'Obama a dit. Il dit, attention, là vous avez joué au con. Vous avez tellement focalisé l'électorat sur Donald Trump, on va le foutre en tôle, on va le mettre en procès, etc., que vous en avez oublié l'essentiel. Et on risque de le payer. Et puis il y avait aussi certains proches de Biden qui lui avaient dit, attention, ton fils, Hunter, ça va mal se passer. L'âge du lest. Sous-entendu, laisse-le aller devant un tribunal, devant un avocat, devant un procureur pour des problèmes fiscaux, etc. Voilà. L'âge du lest. Sauf que Biden n'a pas voulu lâcher du lest. Et du coup, si jamais les démocrates perdent le Sénat, je pense qu'à mon avis, l'État profond va dire ok, là il faut qu'on change notre fusil d'épaule, donc là il faut trouver une solution. Et le fils Biden, Hunter Biden, pourrait, je dis bien pourrait, devenir l'argument qui pourrait pousser Biden à démissionner. Alors, je sais peut-être que certains d'entre vous ont entendu que si jamais les républicains gagnaient le Sénat, qu'ils feraient une procédure d'empêchement contre Biden, et surtout sur le plan psychologique, sur le plan de conscience, est-ce qu'aujourd'hui il est capable de tenir la fonction de président des États-Unis d'Amérique, est-ce qu'il en a des capacités cognitives, etc. Et là, évidemment, ça risquerait d'être une bataille. Ça ne sera pas fait, hein, je vous le dis tout de suite. Mais l'espoir fait vivre, comme diraient certains. Et donc, il y a cette histoire d'Hunter Biden. Et donc, dans ma précédente vidéo, j'avais parlé d'Hunter Biden, mais je pense que je vais me garder ce petit sujet pour une autre vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Hunter Biden. Même si j'en avais déjà parlé, mais les choses ont évolué. Les choses ont évolué, surtout depuis qu'il y a une publication d'un document de 220 pages, croustillant, et qui évidemment dérange énormément le Parti démocrate. Parce que là, si jamais un procureur est quémandé pour lancer une procédure contre Hunter Biden, autrement que pour des raisons financières ou trucs comme ça va pas le faire. Donc je termine cette vidéo parce que là la nuit tombe et que vous me voyez de moins en moins. Donc d'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.